Le château du Rivaux, Mélodie, à 50 km de Tours, près de Sainte-Maure de Touraine. Eh bien, c'est la Renaissance. François Ier, Henri II, Catherine de Médicis ont tous arpenté les allées de ce domaine. Visite guidée maintenant. Il a fière allure ce château avec ses tours pointues, son donjon et son joli pont-levis. Le château du Rivaux se dresse fièrement au milieu des champs. C'est un château à la fois médiéval et Renaissance. Ici, on voit plus sur cette façade, une façade Renaissance, avec des décorations autour des fenêtres à meneaux, des lucarnes qui sont décorées également. Et on voit, si on fait le tour de la cour également de l'autre côté, que le château a évolué par la suite au XVIIe siècle, puisqu'il y a un mur qui a été détruit pour laisser rentrer plus de lumière dans le château et dans la cour également. Le château appartenait à la famille Beauvau. On se plaît à les imaginer festoyant dans cette salle où un peintre flamand et un maître italien se sont côtoyés il y a plus de 500 ans. Et donc ici, la Renaissance, elle s'est adoucie, elle est devenue beaucoup plus sobre. Et on a surtout travaillé sur des points qui n'étaient pas des éléments décoratifs, qui étaient donc les maîtres maçons. Vous voyez, cette tourelle en trompe, c'est un prodige de l'avoir réussi parce que c'est pas évident de construire une tourelle qui en surplomb sur le bâtiment. Au début du XVIe siècle, François de Beauvau, capitaine de François Ier, fait construire des écuries royales dans la cour. 50 ans plus tard, son successeur, Gabriel de Beauvau, fera intervenir un architecte pour créer ce bâtiment novateur unique en France. Aujourd'hui, il reste ces traces sur les murs qui correspondent aux caractéristiques des chevaux. Vous voyez le travail de stéréotomie des pierres qui est très rigoureux et qui annonce le grand siècle français. On a des bandeaux qui soulignent la longueur des façades. On a aussi des canons qui montrent la magnificence de ces grands seigneurs. Au retour des guerres d'Italie, les fiers destriers du roi pouvaient sans doute passer une retraite paisible au château du Rivaux. Nous voici à présent devant ce bijou de la Renaissance, accompagné de Caroline Liegnaud. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous puisque vous êtes une des propriétaires. Parlez-nous un peu de ces transformations qu'a connues ce château depuis des années. Alors c'est un château qui a été construit en 1442 par Pierre de Beauvau, le grand chambellan de Charles VII. Et on a la chance d'avoir un château qui a été assez préservé, puisque le seul grand remaniement qu'il y a eu, c'est l'ouverture des croisées. Et on a ouvert le corps du logis, parce qu'avant on avait un château complètement fermé, très médiéval. Et à la Renaissance, on a ouvert pour ouvrir vers les jardins, pour éclaircir le château et lui donner beaucoup plus de gaieté et de lumière. Et de lumière. On voit derrière nous, là, il y a eu des transformations. C'était une chapelle ici ? Alors, en effet, on a une très belle chapelle qui a été hélas détruite par un propriétaire anticlérical au XIXe siècle. Et on a souhaité recréer cette chapelle, mais en chapelle de verdure, avec des rosiers et de la vigne. Caroline, vous avez grandi ici, vous êtes une enfant d'ici. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une princesse ? Non, je suis loin d'être une princesse, mais c'est vrai que j'ai grandi là. Et il faut dire qu'on a fait 25 ans de rénovation, donc quand j'étais petite, le château n'était pas habitable. Beaucoup de travaux, c'était compliqué pour vous de vivre ici ? Ça a été énormément de travail, pour mes parents surtout, mais énormément de travail pour la réhabilitation du château et la création des jardins, parce que les jardins étaient absolument vides, il n'y avait absolument rien. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement ici ? Oh, les jardins. Les jardins ? Les jardins et surtout le conservatoire de roses. C'est particulier parce que on voit la période Renaissance, on voit la période médiévale. Il y a une préférence pour vous ? Le médiéval est sympathique parce que ça évoque vraiment les contes et les légendes. C'est assez différent des autres châteaux de la Loire parce qu'il y a un peu moins de châteaux médiévaux dans la Loire. Ici, on est sur un des châteaux les plus anciens du Val-de-Loire. La Renaissance est synonyme de Léonard de Vinci. Alors, on le connaît, ingénieux. Le génie a inventé plusieurs machines. Au hasard, l'une d'entre elles pour vous ? L'hélicoptère. Eh bien non, c'est l'ornithoptère maintenant. Si cet homme s'émerveille des paysages du centre Val-de-Loire vus du ciel, c'est grâce à Léonard. Raccourci, certes, mais de Vinci a tout de même inventé la première machine volante de l'histoire, aussi appelée l'ornithoptère. Son plus grand rêve ? Faire voler l'homme. Il étudie alors le vol des oiseaux et observe leur anatomie pour finalement donner vie à son projet en 1488. Léonard de Vinci place l'homme au cœur de cette machine entourée d'ailes, similaire à celle d'une chauve-souris.
Elles doivent être recouvertes de soie fine pour créer une membrane légère mais robuste. Leur mouvement est dû au pilote. Il actionne la poulie à l'aide des pieds et des mains, pédale et tire sur des barres. Les ailes battent et pivotent. Nous n'en savons guère plus. Les recherches de Léonard s'interrompent d'un coup. La légende dit qu'un de ses élèves serait mort lors d'une expérience grandeur nature. Mais sans preuve, impossible d'affirmer quoi que ce soit, si ce n'est que Léonard a fait voler l'homme pour la première fois de l'histoire. Nous voici à présent au cœur de l'exposition en hommage à Léonard de Vinci, une exposition qui mêle Renaissance et contemporain. Caroline, parlez-nous un peu de cela. Oui, au Château du Rivaux, on essaie de faire un dialogue entre l'art contemporain et l'art médiéval et on s'est rendu compte que Léonard de Vinci avait énormément inspiré des artistes contemporains. Donc c'est ce qu'on voit dans cette expo. Combien d'artistes ont participé à cette Il y exposition? a plus d'une trentaine d'artistes qui ont réinterprété l'œuvre de Léonard et la Renaissance. Ils ont soit fourni des œuvres qu'ils avaient déjà, soit créé des œuvres vraiment pour l'occasion. Combien de salles, combien de thèmes? Alors, il y a 6 salles avec 6 thèmes, les différents thèmes. Donc ici, on est dans une salle qui est dédiée aux femmes et on a le portrait féminin, mais on a d'autres salles comme le drapé, avec les thématiques du drapé, une salle avec l'invention, puisque Léonard de Vinci était un grand inventeur, un génie un peu fou. On a une salle sur l'autoportrait, puisqu'on a aussi des autoportraits, de portraits masculins. Et puis l'anatomie, qui était aussi importante dans l'œuvre de Léonard de Vinci. Cette salle vous ressemble? Expliquez-nous pourquoi. Cette salle est très importante pour nous parce que c'est vrai que Château du Rivaux, c'est ma mère et moi qui gérons le château. Donc les femmes sont assez importantes dans l'histoire du château. Et en plus, on s'est rendu compte qu'à l'époque médiévale, donc les femmes étaient partie prenante de la gestion d'un château, puisque c'était elles qui géraient tout pendant que le seigneur était parti à la chasse ou à la guerre, ce qui arrivait assez souvent. Comme vous, aujourd'hui. Oui, c'est ça. Vous vous occupez du château. Peut-on parler d'héritage aujourd'hui? On peut parler d'héritage de Léonard de Vinci parce que Léonard de Vinci et la Renaissance continuent à vivre aujourd'hui et sont présents dans l'œuvre de la plupart des artistes contemporains. On peut s'attarder sur cette œuvre. Aujourd'hui, la déraison du Louvre. Pourquoi s'appelle-t-elle comme ça? Alors c'est une œuvre qui est très intéressante puisqu'on voit Laetitia Casta qui regarde l'œuvre de la Joconde. On ne sait pas qui est le regardé, qui est le spectateur, qui est l'œuvre. Ça s'appelle une mise en abîme. Et c'est aussi assez important parce que c'est la question du beau à travers les âges. Donc le beau chez Léonard, c'était la Joconde, à une beauté énigmatique un peu folle. Et aujourd'hui, le beau, c'est peut-être Laetitia Casta. La Joconde, l'une des œuvres les plus connues de Léonard de Vinci. Et vous savez pourquoi? Eh bien pour son sourire, regardez. Tous les jours, 30 000 personnes se bousculent pour la voir. La Joconde, un pouvoir d'attraction considérable grâce à ça. Le premier vrai sourire de la peinture. Avant Léonard de Vinci, les visages représentés sur les portraits ont tous l'air de faire la tête. À l'époque, sourire, montrer ses dents, ouvrir la bouche, c'est vulgaire, réservé aux bouffons et aux prostituées. Léonard, lui, va être le premier à casser les codes, car il a un objectif très précis en tête. Au cours de ces années de recherche, il découvre que finalement, le sourire est l'expression humaine la plus subtile, la plus ambiguë, en fait la plus riche de sens. Léonard de Vinci a l'œil d'un scientifique. Et pour que les sourires de ses peintures soient hyper réalistes, il travaille en profondeur. Il va même jusqu'à disséquer une trentaine de cadavres pour être au plus près de l'anatomie humaine. Léonard va même inventer une technique de peinture secrète, superposer plusieurs couches transparentes sur la toile pour créer une vibration et l'illusion que le sourire s'anime. L'œil ne fixe pas quelque chose un contour très précis, tout a l'air comme vu à travers un peu un voile de fumée. Et ça, c'est ce qui va donner de la vie à la matière picturale. Jusqu'à la fin de sa vie, Léonard de Vinci va peindre des sourires, du plus discret jusqu'à celui carrément ambigu de son Saint Jean-Baptiste. Prenons un peu l'air, sortons du château pour découvrir ces jardins, des hectares de jardins qui entourent la propriété, avec plusieurs particularités, dont l'une, accueillir des œuvres contemporaines. Ces bottes vous rappellent sans doute les bottes de cette lieu? Eh bien non, ce n'est pas le cas, Patricia. Tout à fait, Lucie. Ce sont les bottes de l'artiste Lilian Bourgeois. Et c'est un éloge à la nature, puisqu'elles indiquent que la société de consommation ne nous donne pas les plaisirs que la nature pourrait nous donner, et qu'il vaut mieux regarder vers la nature.
plutôt que d'acheter des objets manufacturés qui n'ont pas de sens. Y a-t-il d'autres œuvres contemporaines que l'on peut découvrir au sein de ces jardins? Oui, il y a 20 œuvres monumentales, toutes aussi ludiques les unes que les autres, parce que ce qui est intéressant, c'est de faire aussi sourire nos amis visiteurs. Les œuvres, elles sont à la fois spectaculaires, mais aussi elles font réfléchir, tout en les amusant, en les faisant sourire. Les enfants adorent, alors les parents sont ravis. Quelles œuvres on peut découvrir par exemple? Eh bien, on a l'arbre à vœux, où on peut souhaiter donc revenir au jardin du Rivaux. On a le pot rouge du grand artiste Jean-Pierre Reynaud. On a le collier de l'artiste du Val-de-Loire Céline Turpin. On a le I Like America, America Likes Me, d'un artiste bulgare cette fois-ci. On a des artistes de tous les pays du monde aussi, ici au Rivaux. Combien d'hectares peut-on compter de jardins? Il y a 6 hectares de jardins dans ce domaine. Avec combien de jardiniers pour les entretenir? Eh bien, il y a 5 jardiniers et il y a souvent des stagiaires. Il y a 14 jardins. Ils sont chacun sur un thème différent de couleurs. On a le jardin jaune, on a le jardin blanc, on a le jardin pourpre, on a le jardin rose, on a le jardin rouge, on a le jardin mauve. Ils ont tous des noms de contes de fées. Pourquoi, Patricia? Eh bien, parce que pour moi, ici, c'est comme le paradis. Donc, j'ai envie de donner envie à nos amis visiteurs de rêver à ces contes qui les faisaient sourire quand ils étaient enfants, de leur donner envie de voir la vie du bon côté, de voir la vie en rose. En rose, ben justement, vous en parlez. Autre particularité de ces jardins, Patricia, les roses. Combien de variétés de roses? Eh bien, nous avons 475 variétés de roses, mais leur spécificité, c'est qu'elles sont pratiquement toutes parfumées. Et donc, certaines sont très anciennes, comme celle-ci. Ce sont les roses galliques, les plus anciennes roses que l'on trouvait autrefois en France. Elles ont été ramenées des croisades, leur ancêtre par Thibaut de Charlemagne, hybridées pour donner toutes ces belles couleurs. Et puis, on a des roses plus modernes qui sont intéressantes parce qu'elles refleurissent tout au long de la saison. On a aussi des roses qui sont comestibles. On a toutes sortes de roses, mais il faut vraiment les découvrir sur place. 475 variétés, 476 dimanches, puisqu'une nouvelle variété de roses va être baptisée Génie Léonard, mais on en parle juste après avec Fabienne Thibault. Tout de suite, regardez une activité qui a eu lieu le 18 mai dans le château. Regardez. Parfait. La soirée aurait pu s'intituler Anachronique Party. Un grand saut en basket et en jean jusqu'après le Moyen-Âge. Léonard de Vinci aurait été emballé, car côté invention, les princesses ont des smartphones et les gentilshommes des appareils photo numériques. Généralement, moi, je suis en tenue de jardinière du château. Ça serait donc là, voilà. Moi, je suis chauffeur poids lourd, en fait. Oui, c'est grand écart, là, pour le coup. En coulisses, les habilleuses habillent et chacun devient un autre. Observez plutôt. Le rêve se réalise et l'on retrouve une âme d'enfant. Alors, le maître à danser donne le la et la machine à remonter le temps est en marche. Ce couple de Bordelais ne rate jamais un bal. C'est leur passion, leur plaisir. Ghislaine et Jean-Michel peuvent parcourir des kilomètres pour s'habiller et danser. Je fais mes costumes moi-même, voilà, les miens, celui de mon mari. Mais le plaisir, c'est de se retrouver, disons, dans un autre monde, dans les couloirs du temps, on va dire, comme les visiteurs. Pour le dîner, des fouets. Les mêmes qui ont déclenché les guerres picrocolines au pays de Rabelais juste à côté. Et puis on retourne à la danse. Robin Joly mène le bal. On revient à sa place, double. Petit moulin en tournant, et on se redonne les mains, branle double. En 30 secondes, avec quelques mots, c'est très facile de remettre dans le droit chemin de la musique et de la danse. Ce soir, on avait 2 sortes de danses. Il y avait les danses collectives qu'on appelle les danses de côté, qui sont des branles. Ils peuvent être doubles, simples, de Poitou, morguées, coupées. Et il y avait des danses plutôt de procession, qu'on appelle des danses de marche, comme la pavane ou l'allemande. Un DJ en habit prend le relais. Comme pour un retour en douceur au XXIe siècle. Au bout de quelques rocs, il faut quitter les robes Renaissance, trop dangereuses pour l'exercice.
La fête continue tard dans la nuit et cette belle parenthèse passe comme un conte de fées. Fabienne Thibault nous a rejoint dans les jardins de ce château. Fabienne Thibault, vous êtes une artiste de renommée internationale. Oh là là, Lucie! Vous avez notamment participé à la comédie musicale Starmania. Exactement. Mais la première. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est en votre qualité de marraine de la Rose Génie de Léonard. Exactement, on m'honore du titre de co-marraine de la Rose Génie. Pour quelle raison? Vous avez bien une idée? Pour quelle raison? Parce que j'aime les roses peut-être et que j'aime Léonard aussi. Vous connaissez bien la vie de Léonard de Vinci? Tout à fait. Pas bien. J'ai beaucoup lu et je l'ai laissé un peu me parler aussi. Pourquoi? Racontez-nous un petit peu. Parce que Léonard fait partie du projet musical de fresques féeriques sur la région Centre-Val-de-Loire. Et vous avez écrit sur lui, il vous a inspiré une chanson que je vous propose d'écouter. Écoutez cet extrait. Musique de Richard Bonneau. J'ai vécu à Florence, à Milan et à Rome. J'ai peint, j'ai dessiné et surtout inventé des outils pour les hommes, un sourire de femme. Et vous parliez de moi, de cette renommée. Pourtant, si vous saviez les choses dans ma tête, les beautés dans ma main et toutes les idées jetées sur le papier ou cachées dans mon être, vous sauriez que j'eus mal d'être si peu aimé. On ne choisit pas le pays où l'on vient au monde. On ne choisit pas, on y naît, c'est ainsi. On ne choisit pas le pays où l'on vient au monde. Pourquoi avoir choisi Léonard de Vinci, Fabienne? D'abord, c'est le génie de l'humanité. Il a profondément marqué la région et ce coin de Val-de-Loire. Et puis parce que dans ce spectacle que nous écrivons avec Richard Bonneau, il y a des personnages issus de la Terre, imaginaires et historiques. Il vous inspire, vous, personnellement? Je pense que c'est un homme qui préserve encore une grande part de mystère et il a tellement fait pour l'humanité, c'est un tel génie que franchement, on aimerait bien qu'il revienne. Léonard de Vinci, les châteaux, le patrimoine en général, c'est très important pour vous. Oui, c'est passionnant. Moi, je suis québécoise et quand j'ai découvert la France, c'est tout ça, quoi, qui est vraiment un trésor de ce pays. Vous vous battez pour défendre ce patrimoine-là? Oui, moi, je m'occupe beaucoup de races agricoles menacées. C'est pas les pans. Mais oui, donc, je suis petite fille de paysan et j'aime tout ce qui est terroir et bons produits. D'ailleurs, ça se voit. Donc ça sera, quand est-ce que vous allez inaugurer cette rose baptisée Génie de Léonard? Exact, dimanche. Dimanche lors de la fête de la rose. Une grande fête de la rose. Ici au Rivaux. Merci beaucoup, Merci Fabienne Thibault. Une grande fête de la rose qui a lieu tout le week-end au château de Rivaux. Alors bien sûr, l'inauguration, le baptême a lieu dimanche à 16h, mais vous pouvez venir au château de Rivaux tout ce week-end. C'est la fin de cette page spéciale. Et on va même chanter un peu, Lucie. Et vous allez même chanter. C'est la fin de cette page spéciale JT de la Renaissance au château du Rivaux. La semaine prochaine, on se retrouve à Chaumont-sur-Loire. C'est à vous, Mélodie. Merci beaucoup, Lucie, pour ce beau partage. Rendez-vous donc vendredi prochain pour une nouvelle page Renaissance.